Bonsoir. Qui tout double pour Mikhail Gorbatchev. Le chef du Kremlin a proposé aujourd'hui au Congrès une véritable révolution constitutionnelle. Ce serait la deuxième mort de Lénine après l'échec du coup d'État. Nous allons y revenir dans un instant. Mais intéressons-nous tout d'abord à une affaire qui avait secoué la France en 1979 et qui sera peut-être bientôt classée, l'affaire Boulin. Le parquet du tribunal de Paris a pris ses réquisitions. C'est un non-lieu. C'est donc la thèse du suicide de l'ancien ministre qui est retenu. On attend bien sûr l'ordonnance du juge d'instruction, mais d'ores et déjà, la famille de Robert Boulin se dit scandalisée. Albert Ipamonti. Scandalisée, Colette Boulin, la veuve de l'ancien ministre, s'est dite scandalisée en prenant connaissance des réquisitions de non-lieu. 12 ans après les faits, la thèse du parquet ne varie pas d'un iota. Robert Boulin s'est suicidé par noyade. Le 30 octobre 1979, le corps du ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing est retrouvé gisant dans 50 cm d'eau dans cet étang de la forêt de Rambouillet. Mis en cause dans une opération immobilière à Ramatuelle, le ministre se serait suicidé pour éviter la disgrâce. Cette thèse, Mme Boulin l'a toujours rejetée. Elle parle d'assassinat et relève des anomalies dans la procédure. Il y avait 40 anomalies. Les principales sont les fractures de la face, ce sont les lividités. Mon mari a été trouvé mort sur le ventre et il avait les lividités dans le dos. Or, normalement, il aurait dû les avoir sur le ventre. Et puis, il y a dans le dossier, il appert d'une façon formelle que les gens qui sont allés chercher mon mari étaient pleins de boue, avaient de la boue jusqu'à mi-cuisse, dans les 60 cm d'eau. Bon. Eh bien, mon mari n'avait de boue ni sur les vêtements, ses mocassins étaient restés à ses pieds et il n'y avait aucune trace de boue. Ce qui prouve bien que j'ai raison, qu'il a été assassiné, qu'il y a des assassins. Dossier Boulin, dossier classé, au juge d'instruction maintenant de se prononcer. Il n'est pas pressé, dit-on, de le faire. Mais Mme Boulin prévient d'avance, si le non-lieu est confirmé, elle fera appel. L'union est morte, vive l'union. Mikhail Gorbatchev a donc trouvé l'astuce pour conserver le pouvoir tout en changeant le système. Il ne s'appuiera plus sur les apparatchiks, mais sur les dirigeants des républiques. Et cet après-midi, 10 républiques se sont prononcées pour cette nouvelle union. Il s'agit en fait d'une transition vers des rapports beaucoup moins centralisés. Et pour contrôler cette évolution, un conseil d'État devrait être créé prochainement. Jean-Marc Pitt. Le congrès des députés du RSS a bien commencé ce matin, mais les bases sur lesquelles il a travaillé ont été posées dès hier. Les 10 républiques qui ont déclaré leur indépendance, plus la Géorgie, ont élaboré autour de Mikhail Gorbatchev les 7 propositions permettant de construire la nouvelle union. C'est Nursultan Nazarbayev, le président du Kazakhstan, qui les a présentées ce matin aux députés réunis. Elle prévoit une collaboration des républiques sur les dossiers économiques, mais également en matière de relations extérieures et de défense. Suivant les propositions de Mikhail Gorbatchev, 3 institutions seront créées pour gérer la période transitoire. Un conseil des représentants des députés du peuple soviétique, un conseil d'État composé du président soviétique et des hauts responsables des républiques, enfin un comité économique interrépublicain. Les 10+1 ont également réclamé le maintien d'une armée commune à l'Union. Les réformateurs ont très bien accueilli ces propositions, les qualifiant de pas très importants. En revanche, certains conservateurs furieux ont estimé qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État inconstitutionnelle. Après une pause de 3h30, les députés qui rentraient au Kremlin se sont fait huer par des manifestants, scandant des slogans tels que « dissolution » et « abat le communisme ». Dans l'après-midi, les délégués des 10 républiques ont rappelé tour à tour leur soutien aux 7 propositions. Surprise, celui de la Lettonie n'a pas exclu de participer aux structures soviétiques. Enfin, la première journée s'est terminée sans qu'aucune décision ne soit prise. Mais Mikhail Gorbatchev reste optimiste. Dès sa sortie du Congrès, il a estimé que tout ce qui se passe actuellement peut permettre de déboucher sur une solution. On le voit bien, de nombreux notables de la nomenclatura font grise mine. Le système sera radicalement différent de celui qu'ils ont jusqu'à présent porté et choyé. Il reste une question pour tous les soviétiques maintenant. Comment vont évoluer des appareils d'État comme l'armée ou encore le KGB? Comment se fera concrètement cette nouvelle union? Pierre Babet a envisagé les changements possibles. Kremlin, 15 mars 90, premier congrès des députés du peuple, élection du président de l'Union. Ces images appartiennent déjà à l'histoire, car depuis ce soir, c'en est fini de ce pouvoir empesé, dévalué et fortement pyramidal, qui des 2200 députés élus ou nommés désignait un soviet suprême et puis un exécutif tout puissant. Ce soir, Gorbatchev va trouver le Kremlin bien grand pour un pouvoir central bien rétréci.
car si le Congrès se saborde, il propose aussi de nouvelles institutions. Tout d'abord, un Conseil d'État, l'exécutif des présidents de l'Union et de chacune des républiques. Ensuite, le législatif, c'est un conseil de représentants. Chaque république y envoie 20 députés sans avoir à les élire. Enfin, un conseil économique interrépublique pour tout ce qui est de la coopération entre les États. Pour la défense, un traité interrépublique garantira la sécurité collective et, ce qui est important, les accords de désarmement seront respectés. Dès ce soir donc, 10 républiques approuvent ces propositions. La Géorgie les soutient sans participer. La Moldavie souhaite regarder vers Bucarest, tandis que les 3 pays baltes considèrent déjà leur indépendance comme entrée dans l'évidence de l'histoire. Et justement, la communauté internationale accompagne ces changements prudemment mais sûrement. George Bush a décidé à son tour de reconnaître l'indépendance des pays baltes. The United States has always supported the independence of the Baltic states and is now prepared immediately to establish diplomatic relations with their governments. The United States is also prepared to do whatever it can to assist in the completion of the current process of making Baltic independence a factual reality. Un problème se pose aujourd'hui pour tous ceux qui ont servi les anciens régimes des pays de l'Est. Fallait-il obéir à la dictature? Ce problème est illustré très concrètement par l'ouverture à Berlin du procès de garde-frontières qui avait tiré sur des fugitifs. Et évidemment, ce premier procès prend valeur de symbole et pourrait faire jurisprudence pour tous les gardes-frontières est-allemands qui un jour ont ouvert le feu sur leurs compatriotes. Première audience ce matin à Berlin, Clément Weirenal. Émotion, nervosité et bousculade ce matin au palais de justice de Berlin. 4 hommes, aujourd'hui revenus à la vie civile et qui comparaissent libres, sont accusés d'avoir abattu il y a 2 ans un jeune Allemand de l'Est qui tentait de franchir le mur de Berlin. Chris Geoffroy avait 20 ans, il fut la dernière des 200 personnes qui en 25 ans tombèrent sous les balles des gardes-frontières de RDA en tentant de gagner la liberté. 200 personnes qui n'eurent pas la chance, comme ce soldat déserteur, de réussir le passage à l'ouest. Aujourd'hui, les accusés, au bord des larmes, ont plaidé la nécessaire obéissance aux ordres. Oui, nous avons abattu le fuyard alors même qu'il se rendait, ont-ils expliqué, mais c'était la loi est-allemande. La mère de la victime, présente au procès, s'est battue pendant 2 ans pour que ceux qui ont tué son fils passent en jugement. Les 4 accusés risquent 15 ans de prison. La décision des juges, qui fera jurisprudence, pourrait conduire plus de 300 anciens gardes frontières devant les tribunaux allemands. Espoir de paix en Yougoslavie, malheureusement très vite compromis. Quelques heures, en effet, à peine après la signature de l'accord de cessez-le-feu entre la CE et la Yougoslavie, des combats ont à nouveau eu lieu en Croatie dès ce matin. Tirs de mortier et de mitrailleuses, ces affrontements très violents ont fait de nouvelles victimes. Dans la ville de Petrinja, une caserne a été la cible de nombreux tirs, vous l'avez sur ces images, tirs de grenades, et l'armée a aussitôt riposté. On ne connaît pas encore le bilan de ces affrontements. En France, cette actualité internationale qui faisait l'objet jusqu'à présent d'un relatif consensus a nourri ces derniers jours de vives polémiques entre la majorité et l'opposition. L'opposition qui a surgi avec fracas sur ce domaine réservé du président a eu droit aujourd'hui à la réplique des socialistes réunis à Ramatuelle. Reportage sur place de Daniel Sportiello et Christian Decarnet. Déchaîné, Roland Dumas. Le ministre des Affaires étrangères s'est personnellement chargé de défendre à Ramatuelle la politique étrangère de la France. Une politique mise à mal ce week-end par les leaders de l'opposition. Et chacun en a pris pour son grade. François Léotard, il a fait du Liban sa carte de voyageur de commerce, ironise le ministre. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, engagés, selon Roland Dumas, dans une surenchère démagogique. La France n'a pas l'opposition qui serait digne d'elle. Et j'observe que ceux qui s'avancent le plus et se découvrent par là sur l'avant-scène sont précisément ceux qui ont des prétentions électorales présidentielles. Autre réplique en règle, celle de Jacques Delors, mise en cause par l'opposition pour sa mollesse lors des bouleversements survenus à l'Est. Ironique, le président de la Commission européenne dénonce la précipitation qui conduit à faire une politique du fast-food, vite préparée, vite mangée, vite oubliée. Je suis un peu désolé de voir des réflexions trop rapides, cette politique du fast-food, alors qu'il s'agit là de problèmes d'une extraordinaire complexité. La précipitation, l'oubli d'un seul de ces principes fait qu'au lieu de trouver une solution, vous plongez davantage ces pays dans l'abîme.
Jacques Delors qui défend la politique de la Commission européenne, Roland Dumas qui défend la politique de François Mitterrand tout court. C'était aujourd'hui à Ramatuelle la riposte de la majorité à l'opposition. Mais à travers les propos très fermes de l'avocat Roland Dumas, c'est en fait François Mitterrand lui-même qui assurait la défense de sa politique face aux critiques de l'opposition. Et ces événements suscitent une autre polémique beaucoup plus feutrée au sein de l'opposition. Valéry Giscard d'Estaing regrette de n'avoir été ni invité ni prévenu de la visite que Jacques Chirac effectue en ce moment même à Moscou. Il doit rencontrer Boris Yeltsin en compagnie de François Léotard, Pierre Ménuri et Alain Juppé. Quant au Parti communiste français, il est soumis à de fortes turbulences qui pourraient bien éclater au grand jour et affaiblir cette fois sérieusement un Georges Marchais indéboulonnable. Et demain, les premiers débats du comité central risquent d'être animés. Les rénovateurs sont en effet décidés à attaquer de front la direction du parti après les événements soviétiques. Une direction symbolisée depuis 1972 par Georges Marchais. Portrait en forme de bilan, Jean-Baptiste Prédali. Si vous menez l'interview de cette manière, je me lève et je vais me promener dans les rues de Moscou. Georges Marchais n'aime pas les contradicteurs et depuis 20 ans, Georges Marchais, c'est la ligne, ou plutôt toutes les lignes successives du Parti communiste français. L'Union de la gauche d'abord, acceptée en 72, l'année où il devient numéro 1 en titre du PC, rompu en 77, rattrapé entre 81 et 84 par 4 ministres au gouvernement. Face aux anciens pays socialistes et à l'URSS, l'hésitation ressemble à des rendez-vous manqués avec l'histoire. Bilan globalement positif en 78, timide prise de distance avec la parenthèse eurocommuniste, une parenthèse refermée en 80 sur l'invasion de l'Afghanistan. Le camarade Léonid Brejnev m'a dit ceci: les troupes soviétiques ont comme mandat de ne pas intervenir dans les combats, certains combats intérieurs, certaines luttes de guérilla qui ont lieu. Ils doivent être présents, m'a-t-il dit, aux frontières pour empêcher les infiltrations de l'extérieur. Ces erreurs et cet alignement accélèrent un déclin proche du naufrage. En 10 ans, le PC a perdu les 3/4 de son électorat. Aux dernières européennes, il a atteint à peine 7% des voix. Mais Georges Marchais reste inamovible. Homme de compromis dans l'appareil, il s'appuie sur ses fidèles, verrouille. Même si l'hémorragie continue de militants l'oblige à accepter une entorse de taille au dogme, la présence de contestataires déclarés. À 71 ans, le numéro 1 communiste à l'âge exact de son parti, ce monde a peut-être changé de base, lui reste jusqu'à présent fidèle à une ligne, ni retraite, ni même réforme. Le Parti communiste tourneboulé par ces événements n'a même plus le loisir de s'occuper de la vie politique intérieure française. En d'autres temps, il aurait grogné contre le projet de privatisation partielle du gouvernement, contre l'abandon du Nini. Hier, Édith Cresson affirmait en effet que cette question des privatisations n'était pas tabou et qu'elle pouvait résoudre le problème de l'emploi. Mais il faut dire que le gouvernement a aussi besoin d'argent. Il a bien du mal à boucler son budget 92. Claude Guénaud. Péchinet, Bull, Rhône-Poulain, Renault, la BNP, les assurances, le secteur étatique pèse d'un poids considérable dans l'économie française. Il représente même un fardeau pour le budget. En 4 ans, l'État y a injecté pour près de 100 milliards de francs en augmentation de capital et effacement de dettes. En cette période de difficultés budgétaires, la privatisation partielle de plusieurs de ces entreprises apporterait à l'État de l'argent frais. Certaines estimations parlent de 5, voire de 10 milliards de francs par an, des sommes qui redonneraient au gouvernement une certaine marge de manœuvre. C'est pour investir, de quelque façon que ce soit dans des productions nouvelles, soit dans des entreprises nouvelles, alors il me semble que c'est un très bon procès. Cela pourrait être un levier pour créer des emplois. Cela pourrait être un levier, et il me semble que cela pourrait même constituer le levier le plus intéressant pour créer des emplois. C'est cet objectif que poursuit Édith Cresson, pour laquelle les privatisations partielles ne sont pas tabous. En outre, en conservant la majorité du capital, l'État garde les leviers de commande de ces entreprises et respecte les engagements de François Mitterrand. Mais le gouvernement devra aussi résister à la tentation de financer son budget grâce aux privatisations partielles. Jacques Médecin est toujours réfugié en Amérique latine, mais ses anciens collaborateurs n'échappent pas à la justice. Jean Oltra comparaissait en effet aujourd'hui en correctionnel. L'ancien bras droit de Jacques Médecin est incarcéré depuis plus de 6 mois. Il est inculpé d'abus de confiance. Et pour cette première journée d'audience, c'est en fait tout le système des associations paramunicipales qui a été passé au crible. Le compte-rendu d'audience de Nice, Yannick Aroussi. 6 mois de détention n'ont en rien terni l'aura de Jean Oltra auprès de ses amis et anciens collaborateurs.
Sale comble pour l'une des clés de voûte du système médecin, l'homme de confiance le plus proche de l'ancien maire de Nice. La réalité niçoise est autrement plus difficile aujourd'hui pour Jean Oltra, qui doit répondre du délit d'abus de confiance. L'ancien directeur de Nice Communication et du comité des fêtes doit justifier 2 trous d'environ 500 000 francs chacun sur les comptes de régie d'avance qu'il possédait dans chacune des 2 associations. 1 million de francs de dépenses non justifiées, des dépenses réalisées selon Jean Oltra au cours de ses nombreuses missions à l'étranger. Les débats de cet après-midi ont également porté sur la façon dont Oltra réglait ses impôts. C'est en fait Nice Communication qui s'en chargeait avant de se faire rembourser par son directeur. Tout cela par des jeux de comptabilité assez flous qui ont valu de vifs échanges entre Jean Oltra et Robert Losco, ex-directeur financier de Nice Communication, inculpé de faux et usage de faux. Bref, la frontière semblait bien ténue entre les comptes des associations et ceux de leurs directeurs. Comme je l'ai toujours dit, cette comptabilité sur laquelle on s'appuie pour trouver un délit d'abus de confiance est incertaine, mérite tout de même des examens et des erreurs peuvent être constatées de façon tout à fait exemplaire. Elle ne démontre rien, on ne peut pas s'appuyer sur elle pour démontrer qu'il y a un délit. La Cour procède en ce moment même à l'audition des témoins. Le procès se poursuivra demain, réquisitoire et plaidoirie au programme. Et peut-être, demain soir, Jean Oltra sera enfin fixé sur son sort. Il encourt une peine maximale de 2 ans de détention. À Antenne 2, la grève décidée par 5 syndicats de journalistes, techniciens et employés contre les suppressions d'emplois a commencé aujourd'hui. Elle a été reconduite pour demain. Marie-Hélène Tichou et Philippe Basquet ont voulu savoir si les programmes s'en trouvaient affectés. Sur le petit écran, pas de changement. Côté programme, ils sont enregistrés, sont touchés. Les journaux réalisés en direct, Télématin et les flashs sont supprimés. Le 13h et le 20h sont réalisés en régie où 4 personnes suffisent. Les salariés en grève protestent contre le plan de restructuration et ses 370 suppressions d'emplois. Pour le directeur général, ce plan est nécessaire pour relancer la chaîne et pour lui, les conséquences sociales ont été limitées au strict nécessaire. Il n'y a que 25 que nous appelons cas à régler, problèmes à régler, c'est-à-dire donc personnes qui sont menacées d'un licenciement proprement dit, ou ce que les partenaires sociaux appellent parfois un licenciement sec. Ceci étant, parallèlement, j'ai 142 demandes de départ volontaire qui ne sont pas satisfaites. Cette situation complexe explique en partie que la CFTC, la CGC et Force ouvrière n'est pas appelée à la grève. Pour eux, les départs volontaires se font dans de bonnes conditions. De leur côté, le syndicat national des journalistes, la CFDT, la CGT journalistes et FO journalistes dénoncent le chantage au départ volontaire exercé sur les salariés et surtout, au-delà du problème humain, ils posent la question de l'avenir du service public amputé de 25% de ses effectifs. Les conditions de départ faites aux salariés peuvent arranger humainement certains cas, encore qu'ils posent aussi un problème à l'entreprise parce que c'est une perte de savoir-faire, une perte de compétences pour l'entreprise qui s'en va vers la concurrence. Ce plan qui est proposé est un plan de privatisation larvée. L'Assemblée générale a reconduit le mouvement pour demain. Ils étaient 9% selon la direction à être grévistes. Selon les syndicats, un quart des salariés avaient décidé ce matin de suivre le mot d'ordre de grève. À FR3, le comité central d'entreprise s'est réuni aujourd'hui. Il portait sur les restructurations et ses conséquences sociales. Les représentants du personnel ont demandé la suppression de la procédure. La direction générale a proposé une concertation permanente avec les partenaires sociaux. Une nouvelle réunion est prévue pour le 1er octobre. Dernier délai ce soir minuit pour les 102 familles du quai de la Gare qui risquent une éventuelle expulsion. Sur place, c'est-à-dire sur le chantier de la future grande bibliothèque, les sans-logis se veulent confiants. Ils ne croient pas à l'épreuve de force. Ils attendent des solutions concrètes après les promesses faites par le gouvernement. Reportage Hervé Dino et Christophe Hérault. Les sans-logis du quai de la Gare n'ont pas levé le camp. Faute d'avoir obtenu les clés du logement promis il y a quelques semaines par l'État, ils continuent d'occuper ce terrain appartenant à la ville de Paris. C'est ce soir qu'expire le délai fixé aux familles par le tribunal de grande instance de Paris pour quitter les lieux. Pourtant, les habitants de ce camp de fortune ne redoutent pas une intervention de la police. Vous voulez quelque chose de ferme et définitif? Définitif quoi, un clé, un bail. C'est tout. Et jusqu'à présent, rien de tout ça? Il n'y a rien de tout. Il y a une ambiance, le temps est beau, on est très content d'être là. Pour ce que vous dites, les dates, nous, ça nous porte peu. Les dates sont données à l'État pour nous faire loger. C'est à l'État de chercher cette date. Du côté des avocats, on partage le même optimisme. On considère même que l'expulsion des familles serait contraire à l'ordre public. Le juge, dans le cadre de ces
pouvoirs, qui sont quand même limités par certains textes, a édicté une ordonnance tout à fait large, tout à fait ouverte, qui a rappelé qu'une expulsion de familles sans relogement serait contraire à l'ordre public. Le préfet a bien proposé de reloger 28 familles dans cet immeuble qui ne sera habitable que dans 6 semaines. Mais pour les 74 autres familles, il n'offre que des formules d'hébergement provisoire en hôtel, en foyer ou en résidence universitaire. Un type d'hébergement dont ne veulent plus entendre parler les habitants du quai de la Gare. Séparer la famille, c'est mettre les enfants d'un côté, le père de famille d'un autre, la femme d'un autre. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, tout ce qu'on demande, c'est un appartement décent. Ce soir, les squatteurs du quai de la Gare attendent toujours stoïquement un logement. Mais pour leurs enfants, la situation est beaucoup plus grave. N'ayant aucune adresse légale, ils ne peuvent pour le moment être scolarisés. Le football français a perdu son parrain. Jean Sadoul, président de la Ligue nationale de football, est mort la nuit dernière. Il avait 79 ans. Jean Sadoul qui était malade depuis plusieurs mois, et cet après-midi, Frédéric Bredin lui a rendu hommage. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a reconnu en lui un spécialiste aux compétences unanimement reconnues. Jean Sadoul qui sera enterré demain à Alès. Rémi Goudicelli. À 79 ans, Jean Sadoul tire définitivement sa révérence. Celui que l'on avait appelé le parrain du football français quitte la scène après un quart de siècle passé à la tête du football professionnel. Dans un univers qu'il jugeait de plus en plus impitoyable, Jean Sadoul aura voulu jusqu'au bout laisser l'empreinte d'un président passionné par le football au point de fermer parfois les yeux sur les vilains débordements, mais sans jamais abandonner la partie pour remettre de l'ordre sur le terrain. Né il y a un peu plus d'1 an à l'initiative de la Ligue nationale de football, la Commission nationale de discipline allait ainsi progressivement faire un peu le ménage dans le fatras budgétaire des clubs de première division. Un climat juridique que Jean Sadoul accepta à contre-cœur. Qu'on dise que le football est composé de gens qui trichent, ça je ne le supporterai jamais. Et je pense que la Commission doit prendre des décisions qui s'imposeront, mais elle seule. Il ne faut pas me faire dire à moi que j'ai l'intention de punir. Je ne punis pas, c'est la commission qui est composée de magistrats, qui est composée d'avocats de grande qualité, qui seule peut prendre des dispositions qui s'imposeront. Jean Sadoul parti, c'est son fils Christian qui assurera l'intérim à la tête de la Ligue nationale de football en attendant la prochaine réunion de l'Assemblée générale élective qui sera sans doute reportée à la fin du mois d'octobre. Les poissons meurent par milliers et l'eau noircit l'étang de Berre près de Marseille est mystérieusement polluée. Et 48 heures après les premiers signes de pollution, on n'en connaît toujours pas les causes. Des analyses sont effectuées en ce moment même, mais les résultats seront connus au plus tôt mercredi. Reportage de la 3 à Marseille, Tariq Mérimi et René Plouton. L'étang de Berre agonise. Depuis hier, ce sont près de 4 tonnes de poissons morts échoués sur la rive qui ont été ramassés par les pompiers. Une odeur nauséabonde se dégage des alentours de l'étang et des centaines de mouettes planent dans le ciel. Pour l'instant, pas de réelle explication à cette pollution qui a entraîné la mort de ces milliers de poissons. Les analyses de l'eau dont les résultats ont été publiés aujourd'hui n'ont officiellement décelé aucune trace d'agents chimiques. Mais la centrale EDF de Saint-Chamas, qui depuis des années déverse de l'eau douce dans l'étang de Berre, pourrait bien être, en partie du moins, responsable de ce déséquilibre écologique. Je pense que là, c'est un problème alors permanent qu'il faudra régler, car il est évident que les problèmes de sédimentation et de déversement d'eau douce qui ont rompu l'équilibre écologique sont évidemment une source grave de pollution de l'étang de Berre. Plusieurs responsables, il n'y a pas un responsable unique. Il y a d'une part EDF avec ses rejets d'eau douce. Il y a d'autre part les élus locaux qui ont beaucoup focalisé le combat d'EDF sur le combat de l'étang de Berre sur EDF et qui eux sont en partie responsables aussi avec leur station d'épuration. Et puis il y a bien entendu les industriels par leurs effluents aussi bien au niveau de l'étang de Berre directement et au niveau de la pollution atmosphérique avec les retombées qu'on connaît sur notre santé. Les Verts réclament depuis plusieurs années déjà l'instauration d'un système de contrôle de qualité de l'eau pour rendre les baignades plus sûres. Des baignades que pour l'instant les maires des villes environnantes n'ont pas jugé utile d'interdire. La nature a également souffert dans le sud-ouest à cause des orages. La nature et les hommes, 2 personnes ont péri. Quelques minutes d'orage, 3000 hectares de vignobles ont été détruits. La récolte 91 est tout simplement oubliée et la récolte 92 pourrait être compromise. Reportage de la 3 à Bordeaux, Jean-François Meckel et Michel Bouillet. On a pratiquement tiré un trait sur la récolte 1991 avec la gelée printanière et maintenant c'est cette tornade de grêle qui s'est abattue sur tout notre vignoble. Beaucoup d'eau, de 80 à 150 mm,
plus rarement de la grêle en rafale, comme ici sur les coteaux du Langonnet, où pour certains, les vendanges sont déjà faites. Bon, il faut compter 5 communes, et puis environ plus d'un millier d'hectares qui sont complètement détruits à 100% ou 90%. L'histoire retiendra les noms de Saint-Macaire, Saint-Pierre-d'Auriac, Pion-sur-Garonne, Saint-Martin-de-Cescas ou Saint-André-du-Bois, 1000 hectares, soit à peine 1% du vignoble girondin. Peu de choses à l'échelle du département, mais une sale affaire pour le canton. Toutes les graines, tout le raisin a été pratiquement touché. Et je ne vois pas comment, maintenant, en pleine véraison, le raisin pourrait se refaire, si on peut dire, une bonne santé. Premier remède tenté dès aujourd'hui, le traitement par le soufre pour ralentir ou enrayer le développement du botrytis. Mais plus sûrement, de ces raisins blessés sortira la fameuse piquette. Reste pour ceux qui avaient prévu le pire à se retourner vers leur assureur. Mais ce temps orageux se calme, c'est ce que vous dira Florence Klein à 20h très précisément. Votre prochain rendez-vous avec l'information, avec la rédaction, c'est à 22h40, soir 3 présenté par Marc Hauteman. Fin de ce 19-20, bonne soirée sur la 3, à demain 19h. Bonsoir.